Mesdames et messieurs, nous espérons que l'exposition vous a plu. Pour entrer dans le vif du sujet et de notre thématique d'aujourd'hui, qui est le droit administratif, un droit évolutif, nous allons assister à l'intervention de Madame Chantal Ramanakasan, enseignant-chercheur et docteur en droit public, sur la thématique de l'esprit de l'arrêt Blanco. Nous invitons ainsi Madame Chantal Ramanakasan à prendre la parole, qui disposera de 20 minutes pour son intervention. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour. C'est une initiative originale de l'ANJA, de l'AENA, que je veux saluer, que cette initiative de célébrer le 150e anniversaire de l'arrêt Blanco. Cette commémoration me fait ressentir un brin de nostalgie. Un brin de, je ne sais pas vous, mais oui, moi je ressens un brin de nostalgie parce que elle nous ramène à des souvenirs lointains pour certains d'entre nous, un peu moins lointains pour d'autres. Quand nous étions sur les bancs de l'université, c'était en deuxième année de licence. À mon époque, on ne parlait pas de deuxième année de licence, mais de DUG, et où nous découvrions donc le droit administratif avec cet arrêt Blanco. Merci à l'ANJA, merci à l'AENA de nous donner l'occasion de redécouvrir cet arrêt, de le relire, de continuer à rechercher ce qu'il recèle, ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, 150 années plus tard, sur notre discipline et sur les débats que cet arrêt nous appelle à ouvrir. En ces temps où nos activités professionnelles, familiales, sociales nous dévorent, nous avons malheureusement de moins en moins de temps à nous consacrer à cet exercice pourtant essentiel d'introspection de notre droit administratif. Exercice essentiel, disais-je, parce que nous sommes tous ici, quelque part, la doctrine du droit administratif. Bonjour. Et nous devons contribuer, chacun à notre manière, à l'évolution de cette matière. Cette commémoration organisée par l'ANJA et l'AENA est un cadre parfaitement adéquat pour ce faire, et c'est vraiment avec un grand plaisir que j'y prends part. Alors d'abord, pourquoi commémorer le 150e anniversaire de l'arrêt Blanco ? L'arrêt Blanco nous a été présenté comme étant l'arrêt fondateur du droit administratif, qui est le décor de l'édifice du droit administratif. Jamais un arrêt n'aura été autant auréolé. Il a été érigé en légende. Il a fait l'objet de thèses, de commentaires, d'interprétations diverses et contradictoires, de récupérations aussi. Pour vous dire, il y a vraiment une abondance de la doctrine sur cet arrêt. Et après, il y a eu aussi une abondance de la doctrine de l'arrêt Blanco, et ainsi de suite. Chaque génération aura eu son expérience de lecture et de compréhension de cet arrêt Blanco. C'est un peu comme parfois des chansons qui sont très célèbres et puis qui sont interprétées, réinterprétées. C'est un peu ça l'arrêt Blanco. Et c'est vrai, parce que l'arrêt Blanco se prête à différentes lectures. Je ne vais pas vous présenter tous les débats autour du prestige qu'on a donné à l'arrêt Blanco. Est-ce que c'est vraiment justifié? Alors oui, non, ce n'est pas le débat ici. En tout cas, ce que l'on retient, c'est que
c'est vrai, cet arrêt est resté dans la postérité. Quand on prend l'ouvrage Grands arrêts de la justice administrative, c'est l'arrêt Blanco qui est présenté en premier. Tous les manuels de droit administratif, français j'entends, ne manquent pas de s'y référer. Monsieur Rabarsou me disait que en ce jour, le Conseil d'État français célèbre aussi ce 150e anniversaire, et il y a une table ronde organisée ce jour même. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a un très bel ouvrage commémoratif qui est sorti il y a quelques jours, qui s'intitule Autour de l'arrêt Blanco, justement, qui est sorti à l'occasion de son 150e anniversaire. J'ai eu le privilège de pouvoir feuilleter cet ouvrage. Et nous sommes là donc pour cette occasion, parce que c'est un arrêt français, mais c'est un arrêt qui a eu une résonance chez nous également. Je ne rentrerai pas, j'éluderai aussi le débat, les polémiques en ce qui concerne notre arrimage au droit administratif français. Oui, certains seront critiques, parleront de relents du colonialisme, d'autres diront que décidément nous n'arrivons pas à nous guérir du mimétisme juridique et jurisprudentiel. Oui, il y a des critiques. Moi, je dirais que le droit d'un pays ne se forge pas ex nihilo. Il est nécessairement le fruit de son histoire. Et oui, nous avons partagé une histoire juridique avec le droit français. Oui, le droit français s'est exporté chez nous. Oui, nous nous sommes appropriés effectivement une part de ce droit français en la transposant chez nous, en nous inspirant de ce droit, en l'adaptant, et parfois aussi nous sommes écartés. Ce que je voulais dire, oui, l'arrêt Blanco nous a imprégnés et nous imprègne encore. C'est pour ça que nous sommes là. Preuve que l'arrêt Blanco nous a imprégnés. Au lendemain de notre indépendance, nous reprenons le schéma de l'arrêt Blanco lorsque, avec la loi de 61, portant création de la Cour suprême, nous nous sommes dotés d'une chambre administrative devenue le Conseil d'État. L'esprit de l'arrêt Blanco se trouve renforcé, bien évidemment, avec la loi, beaucoup plus tard, relative au tribunal administratif et financier. Je ne m'étendrai pas dessus. Monsieur Philippe Anjenzanahar vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Je voudrais rappeler cette affaire. Vous vous souvenez, vous la connaissez. Novembre 1871, il y a une petite fille, Agnès Blanco, qui, revenant de l'école, va être heurtée, puis renversée et écrasée pour une partie de sa cuisse par un wagonnet, un petit wagon qui pesait quand même 2400 kilos, qui écrase donc cette petite fille, ce petit wagon que poussaient donc les employés d'une manufacture de tabac. L'histoire est triste, elle est douloureuse, parce que cette petite fille, suite à cela, va être amputée d'une jambe. Et donc, à la suite de cet accident, je passe le détail des faits, mais il va y avoir 3 affaires Blanco. 3 affaires Blanco parce que le père de la victime va d'abord assigner les 4 ouvriers qui avaient poussé le wagonnet et l'État devant le juge judiciaire. Alors, je passe encore les détails, mais le préfet, si vous voulez, qui représentait l'État, va contester la compétence, si vous voulez, du juge judiciaire.
Et l'affaire va être transmise au tribunal des conflits qui était tout jeune, qui venait d'être créé ou recréé quelques mois plus tard. Donc le juge judiciaire sursoit à statuer. L'affaire est transmise devant le tribunal des conflits et au final, donc, deuxième procès si vous voulez, deuxième affaire devant le tribunal des conflits en 1873. Et puis au final, l'affaire ne reviendra plus devant le juge judiciaire parce que ce sera la compétence du juge administratif qui sera retenue. Et troisième affaire, après cet arrêt de 1873, le 8 mai 1874, le juge administratif va trancher au fond l'affaire et le père de la petite va obtenir une indemnité viagère de 500 francs de l'époque. Deux remarques. Ce qui nous retient ici, c'est l'affaire du 8 février, donc portée devant le tribunal des conflits. Deux remarques, vous disais-je. Pour la doctrine de l'époque, cette décision Blanco ne serait pas, et c'est vrai, je le crois, n'était pas considérée comme une révolution. Mais cette décision Blanco s'inscrivait finalement dans une continuité prétorienne parce qu'il y avait déjà, avant 1873, avant ce 8 février 1873, il y avait déjà des arrêts annonciateurs en fait de ce qui serait décidé dans l'arrêt dans l'arrêt de 1873. C'est dire que le contenu de l'arrêt Blanco que nous célébrons aujourd'hui n'est pas forcément inédit et je vais y revenir. Deuxième remarque que je voudrais faire. La doctrine retient également que cette décision du 8 février 1873 n'aurait connu son essor, n'aurait été valorisée que beaucoup plus tard, 30 années plus tard. Il ne va susciter l'intérêt de la doctrine que une trentaine d'années plus tôt par le mouvement de l'école dite du service public qui a cherché à légitimer cette notion de service public pour justifier la compétence de la juridiction administrative et cela, c'est ce qu'avait développé à l'époque le commissaire du gouvernement, trouvait son origine, cette notion de service public trouverait également son origine au cœur de la décision Blanco et je vous le dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, que nous dit cette décision? Qu'est-ce qui se dégage de cette décision Blanco? L'arrêt, il est court. Hein. C'est un arrêt assez laconique, à l'inverse du rayonnement qu'il aura par la suite. Mais la lecture des conclusions du commissaire de gouvernement, qui était M. Edmond David, nous donne une clé de déchiffrage de cet arrêt qui est très court. Souvenez-vous. On ne peut pas l'afficher, mais que nous dit cet arrêt? Considérant, et vous connaissez la formulation, considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'État ne peut être régie par les principes qui sont établis par le Code civil, que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales,
et que l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître. Voilà grosso modo la chose. On décèle plusieurs choses à travers cette formulation pourtant très courte. Qu'est-ce qu'on retrouve? L'idée d'autonomie du droit administratif. La justification, le considérant vient justifier la spécialisation des règles de la responsabilité et vient justifier la compétence d'un juge spécial. Voilà les trois grands points. Mais il va y avoir aussi, après, affirmation de la liaison de la compétence et évocation de l'idée du service public. Première chose qui ressort, c'est donc, et tout l'esprit de l'arrêt Blanco est là, c'est l'exorbitance du droit applicable à l'administration. C'est l'autonomie du droit administratif. La jurisprudence judiciaire du XIXe siècle s'était employée à soumettre justement l'administration au droit commun. Il y a des arrêts de la Cour de cassation de l'époque, bien connus, qui posaient que le principe de la responsabilité du Code civil s'applique aux administrations. Il y a des arrêts, hein, quelques mois même avant l'arrêt Blanco, on retrouve encore des arrêts de la Cour de cassation revendiquant donc cette application du Code civil. L'arrêt Blanco prend le contre-pied de cette position, considérant donc que la responsabilité qui incombe à l'État ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil. On écarte donc, le tribunal des conflits écarte l'idée d'application du droit civil à l'administration. L'idée est que l'administration donc doit se voir appliquer des règles d'une autre nature que le droit civil. C'est-à-dire que, évoquant donc d'autres règles, c'est-à-dire que l'arrêt Blanco consacre finalement le dualisme juridique. Et il y a un fondement politique, un fondement idéologique à cette idée, parce qu'on considère que l'État n'est pas un particulier. Alors je voudrais vous dire que de ce point de vue, de la consécration du dualisme juridique, du fait d'écarter le droit civil pour l'administration, en fait, ce n'est pas une idée nouvelle. L'arrêt Blanco n'est pas si novateur que ça, et si vous regardez un tout petit peu les manuels, tout ce qui s'est dit, la doctrine autour de cet arrêt Blanco, la jurisprudence qui a précédé cet arrêt Blanco, on évoque des arrêts. Il y en a un, je l'évoquerai ici, parce qu'il est souvent évoqué, l'arrêt Rothschild. C'était en 1855. Eh bien, l'arrêt Rothschild pose très clairement que on ne peut pas, les règles du Code civil ne peuvent pas être appliquées. Il y en a eu d'autres. Avant l'arrêt Blanco, l'arrêt Carcassonne, tout était déjà un peu dans l'air, si vous voulez. Alors, il faut replacer bien évidemment la jurisprudence Blanco dans le contexte juridique de l'époque. À l'époque, il y avait d'un côté le droit privé, le droit civil, qui était solidement ancré, appuyé par le Code civil, les codes napoléoniens, si vous voulez. Et à côté de ce droit civil solidement ancré, la législation administrative faisait vraiment pas le figure. C'est vrai qu'il y avait peut-être quelques textes, mais très peu, mais très insuffisants, bien évidemment. Et donc,
implicitement, que nous dit l'arrêt Blanco? L'arrêt Blanco, finalement, appelle à la création de nouvelles règles, je parlais de dualisme juridique, qui s'appliqueraient à l'État. C'est de nouvelles règles, c'est le droit administratif. L'arrêt Blanco n'a pas fait naître la matière, n'a pas fait naître de nouvelles règles, mais il appelle à la création de nouvelles règles, il appelle à la création du droit administratif. L'arrêt Blanco, c'est pas moi qui le dis, c'est un éminent professeur, nous dit, l'arrêt Blanco n'a pas fait naître la matière, mais il en a dressé l'acte de naissance, l'acte de baptême du droit administratif. Dans cette formule devenue célèbre, l'arrêt Blanco qui pose la responsabilité à ces règles spéciales. On évoque la notion de règles spéciales, c'est-à-dire règles de droit administratif. Pourquoi des règles spéciales? Des règles spéciales qui sont justifiées par le souci d'avoir des règles adaptées, adéquates à l'idée de la poursuite de l'intérêt général, adéquates à la notion de service public, adéquates à la notion de puissance publique, mais des règles aussi qui servent l'intérêt général, mais quelque part qui servent aussi l'intérêt de la puissance publique elle-même. Madame, chers amis, je pense particulièrement aux questions fiscales quand je dis que des règles adéquates pour servir l'intérêt aussi de la puissance publique, mais vous y reviendrez, je ne m'étale pas dessus. Ce que je veux dire, c'est que les règles de droit privé, nous dit l'arrêt Blanco, ne sont pas adaptées, d'où donc cette idée d'exorbitance, d'autonomie au sens donc d'autonomie par rapport au droit privé. Ce qui est intéressant dans l'arrêt Blanco, c'est que la question qui avait été posée devant le tribunal des conflits, c'était la question de la compétence contentieuse. Et pourtant, l'arrêt Blanco va aborder la question du fond du droit applicable. On ne lui avait pas posé la question, hein. C'est la question de la compétence contentieuse qu'on lui avait posée, mais il va traiter cette question du fond du droit applicable. Que peut-on dire? Et évoquant cette question du droit applicable, en fait, l'arrêt Blanco invite à la création donc de règles spéciales. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il trouve une résonance, et je dirais plus que jamais, il trouve une résonance parce que le droit, ces règles doivent évoluer. Madame Rakotoarvel va évoquer devant vous cette question de l'évolution. Deuxième chose que recèle l'arrêt Blanco, très importante, très importante, c'est la compétence du juge administratif. On pose le dualisme juridique. Mais dualisme juridique, en soi, ne signifie pas automatiquement dualisme juridictionnel. On pourrait concevoir un dualisme juridique sans dualisme juridictionnel. Et pourtant, c'est bien ce que va poser l'arrêt Blanco, c'est cette compétence, en tout cas, du juge administratif. Lorsque l'on lit les conclusions du commissaire du gouvernement, il s'appelait Edmond David, on comprend mieux l'enjeu de l'arrêt Blanco. Dans les conclusions, le commissaire de gouvernement, et je cite un tout petit peu, juste un petit passage, évoquait justement
le désaccord radical absolu qui a constamment existé entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Un désaccord radical entre Cour de cassation et Conseil d'État, notamment sur ces questions de responsabilité. Ce qui frappe dans l'arrêt Blanco, si on regarde encore les conclusions de Edmond David, c'est que Edmond David, dans ses conclusions, donne vraiment fait un coup de force, donne un coup d'arrêt contre les tribunaux judiciaires qui n'avaient pas renoncé à se considérer comme les juges de l'administration. J'évoquais encore tout à l'heure cet arrêt de 1872. Et donc, Edmond David assène un coup et va proposer donc de trancher en faveur de la compétence administrative pour les questions en dommages et intérêts. Je voudrais vous dire, replacer un peu les choses encore une fois dans le contexte. Blanco, c'est le temps justement où les hommes et les femmes du Conseil d'État ressentaient ce besoin fort d'affirmation politique et morale de leur fonction, de leur légitimité, parce qu'ils se souvenaient que à un certain moment, l'idée d'abolir le Conseil d'État avait été dans l'air. Et donc, vraiment, Edmond David est lui aussi radical pour consacrer cette compétence du juge administratif. Alors, là, on était sur des questions de responsabilité, mais l'idée générale, c'est qu'il faut, face à l'État, un autre juge également, pas le juge judiciaire, un autre juge à part, un autre juge particulier qui deviendrait le juge naturel de l'administration. Et pour défendre cette posture, Edmond David s'adosse sur le principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs de l'époque révolutionnaire, Edmond David va en faire une interprétation à sa manière. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il veut forcer, hein, il veut cette compétence du juge administratif, parce que la séparation des pouvoirs, dans l'esprit de l'époque révolutionnaire, c'était la séparation de l'administration et de la justice. Justice d'une manière générale. C'est ça l'idée de la séparation des pouvoirs. Blanco, il faut lire ses conclusions, fait tout un développement sur cette séparation des pouvoirs pour dire que non, la séparation des pouvoirs signifie également séparation de la justice administrative et de la justice judiciaire. Je voudrais encore vous redire, s'il est vrai que la décision Blanco concerne la responsabilité administrative, il faut reconnaître, constater, et c'est d'ailleurs pourquoi il est resté dans la postérité, que, en fait, il dépasse très largement cette seule question de la responsabilité administrative. Et ça, on le voit encore une fois à travers les conclusions de Edmond David, qui montrent bien que les enjeux ne sont pas simplement propres à la responsabilité administrative, qu'il s'agit véritablement de conquérir et de défendre la compétence du juge administratif. Et cette conquête
repose sur des raisons éminemment politiques destinées à contrer tout simplement les velléités du juge judiciaire. Et plus tard, le commissaire de gouvernement Tessier, dans l'arrêt Feutry, vous le connaissez cet arrêt Feutry, mais également la doctrine à travers Léon Duguy va utiliser la notion de service public pour étendre encore une fois cette compétence et non plus simplement la notion de séparation des pouvoirs. Pour vous dire, l'arrêt Blanco fait d'une pierre deux coups. Il récuse l'application du Code civil, ça c'est une chose, et deuxièmement, donc, il va déclarer le juge administratif pour appliquer des règles spéciales. Or, je le disais tout à l'heure, ces règles spéciales n'existaient pas ou n'existaient peu. Donc, vraiment, ce que l'on doit retenir de l'arrêt Blanco, c'est qu'il appelle le juge administratif à créer des règles spéciales. L'arrêt Blanco est une étape importante pour le caractère prétorien du droit administratif. Il donne un rôle très important, donc un rôle très important, presque quasi politique, au juge administratif. Pourquoi je dis quasi politique? Parce que la création d'une règle a toujours quelque chose de politique. Créer une règle, c'est arbitrer entre différents intérêts. Et donc, et c'est au juge administratif qui est appelé, qui est invité à créer des règles, à trouver donc un équilibre entre les différents intérêts qui sont en jeu. Et c'est ça, encore une fois, la résonance de l'arrêt Blanco. L'arrêt Blanco, c'est une invitation au juge administratif à créer encore une fois, des règles. Remarque, il y a plusieurs années en arrière, Georges Vedel avait posé la question: est-ce que le droit administratif doit-il rester indéfiniment jurisprudentiel? Parce que c'était l'idée donc de l'arrêt Blanco. Et c'est une question qui se pose encore aujourd'hui, que nous pose maintenant aujourd'hui encore l'arrêt Blanco. Je ne sais pas, je me dis que quelque part, oui, quelque part, il y a maintenant aujourd'hui une nécessité à codifier certaines règles. Souvent, je dis qu'il nous faut un code de procédure administrative non contentieuse. J'ai bien dit non contentieuse parce que la pratique administrative montre souvent une administration qui prend toutes les libertés, qui prend trop de libertés, si vous voulez. Il y a, c'était l'année dernière, je ne sais pas s'il est là, j'avais eu une discussion avec monsieur le président du tribunal administratif de Tana, sur la question de la suspension par l'administration de ses propres actes. Oui, parce que l'administration, voilà, elle se permet, elle émet un acte et puis après elle suspend. Bon, moi, je comprends pas très bien. Je ne parle pas de la suspension dans le cadre éventuellement d'un sursis à exécution, mais par l'administration elle-même. Non, l'administration prend ce genre de liberté. Et donc, c'est vrai que je me pose la question que Georges Vedel posait, est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un code de procédure administrative non contentieuse pour essayer un peu de cadrer l'État? Mais en même temps aussi, je me dis également que il faut quand même
il faut quand même garder ce caractère prétorien du droit administratif. Ça a des avantages. Dans des systèmes que la fois dernière, quand on s'était rencontrés, que je qualifiais de démocrature, de dictocratie, parfois la meilleure garantie pour la préservation des administrés, ça reste le droit prétorien, parce que ça permet aux juges finalement de s'adapter très rapidement, à condition que le juge, bien évidemment, ne soit pas dans la posture de ministre-juge, mais soit effectivement indépendant, qu'il fasse preuve d'audace. La question, en tout cas, la question se pose. Troisième point que recèle l'arrêt Blanco, c'est bien sûr, mais ça, nous le connaissons, c'est bien sûr le principe de la responsabilité administrative qui signifie, à contrario, le refus de l'irresponsabilité administrative. Souvenons-nous que au XIXe siècle et bien avant, tout le monde était un peu d'accord sur le point de considérer que l'État devrait être irresponsable, puisque un État ne peut pas mal faire, le roi ne peut pas mal faire. Et donc, c'est vrai aussi, malgré cela, il existait quelques textes concernant la responsabilité de l'État. Mais l'idée, c'était quand même l'irresponsabilité. Et donc, l'arrêt Blanco vient confirmer le principe de la responsabilité. Certes, souvenez-vous de la formule, cette responsabilité, elle n'est pas générale, elle n'est pas absolue. Mais quand l'arrêt Blanco dit la responsabilité n'est pas générale, absolue, en tout cas, il évoque cette responsabilité. Cette responsabilité, donc, elle existe donc, mais c'est vrai, elle n'est pas générale, absolue. Donc, puisque la responsabilité est, l'irresponsabilité, donc, n'est plus. C'est ça que nous dit l'arrêt Blanco. Bien évidemment, l'arrêt Blanco a laissé en suspens nombre de questions concernant le régime de la responsabilité, et il en appelle à nouveau donc au juge administratif pour définir le ou les régimes de la responsabilité, puisque l'arrêt Blanco n'a pas développé de théorie concernant cela. Invitation donc à nouveau du juge administratif, ce que le juge administratif français a fait. Hein. Vous vous souvenez, par la suite, la jurisprudence administrative française, je parle, a développé tout un nombre de régimes de responsabilité. Vous vous souvenez, la responsabilité sans faute avec l'arrêt Camès, la responsabilité pour faute, Tommaso Greco, etc. Dans la jurisprudence malgache, bien évidemment, le juge administratif suit le mouvement. Certainement que vous allez encore en parler, monsieur Anjinzanaar, donc je ne l'évoque pas, mais la jurisprudence, les juges administratifs malgaches ont répondu, encore une fois, à l'appel de l'arrêt Blanco. Voilà. Je voudrais déjà conclure. Parce que le temps qui m'était imparti est peut-être déjà un peu dépassé. Conclusion, plusieurs points de conclusion. Avec l'arrêt Blanco,
Première chose. Le droit administratif sort un peu de cette image de matière purement technique, bureaucratique, sans contact avec la réalité matérielle des citoyens. Le droit administratif, si vous voulez, avec l'arrêt Blanco, prend vie dans une affaire encore une fois douloureuse, très triste, où il y a des pleurs, il y a du sang, il y a de la violence, il y a des pleurs, et souvent ce genre d'affaires, on les voit dans les juridictions judiciaires, et là on voit que le juge administratif, le droit administratif peut toucher vraiment le plus profond de chaque être, si vous voulez. Ça, c'est une première chose. Pour conclure, deuxième chose que je vous dis, je l'ai dit, mais je veux encore le redire, l'esprit de l'arrêt Blanco, c'est cette confiance qu'elle fait reposer sur le juge administratif, en lui confiant cette mission de créer le droit administratif, de le faire vivre, de le faire évoluer. Et c'est d'autant plus important que nous n'avons pas, nous, encore une fois, ce code de procédure administrative non contentieuse, mais même en matière de procédure contentieuse, c'est vrai, on a les lois que j'évoquais tout à l'heure sur les tribunaux administratifs, mais sur le Conseil d'État, mais même dans ces lois, il y a des trous, et il y a des blancs, il y a des trous dans la raquette, dans lequel le juge administratif doit pouvoir s'engouffrer, par exemple, pour revoir son propre office. Le juge administratif français, il s'est éclaté pour cela, pour revoir son propre office. Vous connaissez les arrêts d'Antony, par exemple, Madame Racoutoirvel, je suis sûre, va l'évoquer, des arrêts Fervesta, numéricables, dernièrement, Gisti, concernant le droit souple, etc. Je n'en parle pas, mais ce que je veux dire, c'est que l'arrêt Blanco appelle le juge administratif donc à de la créativité face aux évolutions, face aux réalités sociales, face au climat politique certainement face à l'évolution technologique, face aux besoins de plus en plus accrus de justice. L'arrêt Blanco appelle à la création de nouveaux principes pour tenir compte de toutes ces nouvelles donne, si vous voulez, la protection des administrés, peut-être les questions environnementales qui deviennent de plus en plus importantes. Quoi d'autre, les questions, tout ce qui est lié au numérique, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Demain, le juge administratif pourra se demander, lorsque une décision est prise sur la base d'un algorithme, qu'est-ce qu'il va contrôler? Est-ce qu'il va rentrer dans l'algorithme? Tout ça, c'est des questions qui appellent à la créativité du juge administratif. Et encore une fois, le juge administratif malgache, bien évidemment, je le pense, je le crois, peut-être que tient compte de toutes ces données, mais on peut toujours mieux faire, bien évidemment, sur cette question, encore une fois, de l'office du juge administratif. Je me permets de poser la question, parce que M. Rabarchou va intervenir sur la question, est-ce que, après, un juge administratif
peut-il être un bon gardien du droit, un bon gardien du droit administratif, un bon contrôleur de l'administration, s'il est aussi le conseiller du gouvernement. Je me pose la question, parce qu'on attend beaucoup du juge administratif. Les administrés, je le disais encore la fois dernière, attendent beaucoup du juge administratif. Est-ce que c'est une bonne chose? Une réponse sera donnée tout à l'heure par M. Rabarsou. Bon, je ne vous fais pas part ici, mais tout le monde la connaît, de ce que je pense de la chose. Mais on pourra toujours en débattre. Voilà ce que nous rappelle l'arrêt Blanco, la créativité. La créativité ne signifiant pas nécessairement boulimie de création, parce que s'il y a une boulimie de création, il y a risque de désordre, d'inintelligibilité des règles, mais créativité avec en même temps une certaine constance, une certaine stabilité, une certaine cohérence et une certaine simplicité, parce que nous savons que c'est vrai, les administrés ont du mal parfois avec le droit. L'invitation de l'arrêt Blanco a fait de créer, l'invitation à cette créativité a fait que l'arrêt Blanco lui-même s'est trouvé dépassé en raison même de la marge de compétences qu'elle a voulu donner au juge administratif. J'ai fini. Donc, l'arrêt Blanco a été dépassé, et je vais vous dire, si l'arrêt Blanco aujourd'hui devait être rejugé, peut-être que, en raison de toutes les évolutions, ce serait à nouveau le juge judiciaire qui serait compétent. Et vous le savez pourquoi. Parce qu'il y a eu le wagonnet, c'est un véhicule. Il y a la notion de service public à caractère industriel et commercial. Donc les choses auraient pu changer. Je dois terminer. Et je veux terminer mon propos avec la fin de l'histoire. Fin de l'histoire. On sait que Agnès Blanco, c'était cette petite, donc, s'est totalement remise de son amputation, même si cela s'est fait dans des conditions difficiles de l'époque. Elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, et rendez-vous compte, elle a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans. Elle est décédée en 1959. Je vous remercie.